Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle protège les citoyens, arbitre les conflits et sanctionne donc les comportements interdits et déviants dans le but de préserver la vie en société. Ce soir, nous parlons de justice, la justice qui constitue le socle d'un état de droit, la justice nécessaire à la paix et à la quiétude sociale. Dans un contexte de crise multidimensionnelle, le système judiciaire au Mali est aujourd'hui à la croisée des chemins. Des réformes et autres actions d'envergure sont menées pour que la justice réponde au mieux aux besoins des justiciable, besoin donc sans cesse croissant. Pour en parler ce soir, nous recevons le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogué. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malikoura Tassira, saison 2, et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Avec moi pour vous interroger ce soir, Madiba Keïta, rédacteur en chef du quotidien national L'Essor. Madiba, bonsoir. Bonsoir, Yaya. Alors, Monsieur le ministre, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Maliens ont soif de justice, cette justice qui ne leur a pas toujours inspiré confiance. Quand on vous demande à vous, Monsieur le ministre, de faire un état des lieux aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez? Merci beaucoup, M. Konaté. Merci beaucoup, M. Keïta. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission. Je voudrais, à l'entame de mes propos, dire que la justice constitue un maillon important de toute société. Elle occupe une place importante dans toutes les sociétés organisées et elle constitue un instrument de régulation. Elle est le dernier recours des citoyens. En tant que tel, lorsque la justice marche dans un pays, tout marche. Et lorsque la justice ne marche pas à souhait, cela se ressent sur tous les autres secteurs de la vie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle marche en termes d'accès, d'accessibilité et de tout le reste? Oui, donc pour parler d'abord de l'état des lieux, donc, il faut dire que la justice au Mali a été caractérisée par une instabilité chronique à la tête du département. Donc de 2012 à 2021, soit 9 ans, on a vu se succéder à la tête du département 10 ministres de la justice. Et il faut dire que depuis 2012, aucun ministre de la Justice n'a survécu à un remaniement ministériel jusqu'en 2021. Donc cette instabilité chronique a entraîné beaucoup de conséquences. En premier lieu, il y a une absence de vision claire par rapport à la conduite de l'action de justice. Il y a des retards qui ont été enregistrés dans les réformes. Et cela a aussi induit des comportements déviants qui ont été constatés et la perte de confiance des justiciables dans le système judiciaire. Et il faut dire que sur le plan de la lutte contre la corruption, on a constaté qu'il y avait beaucoup de difficultés, et notamment l'existence de 3 pôles, donc qui faisait qu'il n'y avait pas de cohérence dans la mise en œuvre de la politique dans les pôles. Et toute la chaîne n'était pas prise en compte. Il n'y avait que la brigade, les parquets et l'instruction qui étaient prises en compte. Or, les affaires, il faut les juger après. Donc, ceux qui étaient chargés de juger n'étaient pas pris en compte. La chambre d'accusation n'était pas prise en compte, au niveau de la cour d'appel aussi. Et il faut aussi dire que les mouvements de personnel ne se faisaient pas comme cela était souhaité. Donc les choses se passaient dans des conditions qui n'étaient pas vraiment bonnes. Et vous prenez aussi le domaine des ressources humaines, vous allez constater que la mobilité du personnel n'était pas assurée, les effectifs sont insuffisants, nous n'avions pas un plan de carrière donc, en tant que tel, et il y avait beaucoup de frustration au lendemain des mutations. Vous prenez aussi le domaine des droits de l'homme, vous constatez qu'on n'a pas de pendant institutionnel au niveau de la justice pour apporter des réponses aux différentes sollicitations, des mécanismes d'évaluation des droits de l'homme des Nations Unies et des différentes organisations de défense et de protection des droits de l'homme. Vous venez dans le volet communication, on n'avait pas de cellules de communication, on n'avait pas de stratégie de communication. Et il faut aussi dire que sur le plan de la redevabilité, les services de contrôle, notamment l'inspection, étaient très peu sollicités et les résultats de leurs investigations, les rapports n'étaient pas suffisamment exploités.
Donc tout cela a conduit à des problèmes. Donc comme vous le constatez, les tableaux n'étaient pas reluisants en 2021 et le budget aussi était très faible. Nous étions à 0,92% du budget national. Monsieur le ministre, depuis votre arrivée à la tête du département, vous avez engagé des réformes en créant de nouvelles structures judiciaires. Quel est le but recherché en créant ces structures? Je vous remercie beaucoup. Et comme vous l'avez indiqué, face à ces tableaux vraiment qui n'étaient pas très reluisants, il fallait prendre des mesures. Et ces mesures ont consisté non seulement à entreprendre ou poursuivre les réformes, mais aussi à changer les méthodes, les procédures pour induire un changement qualitatif de comportement. Au titre des réformes, il y a des réformes d'ordre institutionnel et à ce niveau, nous avons procédé à la création d'un pôle national économique et financier. Et par le passé, vous saviez qu'il y avait 3 pôles. Donc à Kaï, Bamako et Mopti, il y avait des cumuls de fonctions. Donc les procureurs des tribunaux de la commune 3, de Mopti et de Kaï étaient en même temps les procureurs des pôles. Il y avait des cumuls de fonctions qui faisaient qu'il y avait peu d'efficacité dans l'action. Et les pôles ont été créés pour répondre à cela et pour apporter une réponse harmonieuse à la lutte contre la corruption. Nous avons aussi procédé à la création d'un pôle anti-cybercriminalité. Donc ce pôle anti-cybercriminalité est issu des recommandations des Assises nationales de la refondation. Et c'est là à cause des déviations que nous avions constatées sur les réseaux sociaux. Après cela, donc, nous avons séparé le pôle du tribunal de la commune 6. Donc à l'époque, le procureur du tribunal de la commune 6 était en même temps le procureur du pôle. Il passait la matinée d'un côté et la soirée de l'autre. Donc il y avait trop de charges de travail. Donc nous avons, dans le cadre de cette réforme, pris en compte aussi les juges au siège pour juger les affaires au niveau du tribunal et aussi la chambre d'accusation et la chambre correctionnelle au niveau de la cour d'appel. Donc après cela, nous avons créé la Direction nationale des droits de l'homme. Il faut dire que le Mali était beaucoup accusé par rapport à des violations des droits de l'homme, par rapport à l'absence ou à la faiblesse des réponses qui étaient apportées. Donc nous avons constaté que cela était dû au fait que nous n'avions pas de pendant institutionnel pour répondre aux différentes sollicitations. Donc nous avons décidé de créer cette Direction nationale des droits de l'homme. Nous avons aussi constaté qu'il n'y avait pas de structure dédiée au recouvrement des avoirs criminels. Or, qui dit lutte contre la corruption, dit aussi recouvrement. Sans recouvrement, il n'y a pas d'efficacité dans la lutte. Donc c'est pourquoi nous avons créé cette agence en vue de procéder au recouvrement des avoirs criminels. Et nous avons, à côté de cela, entrepris beaucoup d'autres actions sur le plan des réformes, telles que le classement des juridictions. Nous avons procédé au classement des juridictions à travers un décret qui a été pris en 2022. Nous avons aussi, à la suite de cela, pris des dispositions pour faciliter l'accès aux pièces d'état civil et la rectification des actes d'état civil pour nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, qui sont établis à l'extérieur. Il y avait des problèmes par rapport au RAVEC, donc nous avons pris des dispositions pour que ces compatriotes puissent accéder facilement aux pièces d'état civil. Nous avons aussi créé une cellule de communication au niveau du ministère de la Justice et adopté une stratégie de communication du ministère. Et en plus de cela, nous avons aussi élaboré une politique et une stratégie de répression de la corruption. Nous avons aussi élaboré une politique et une stratégie de répression du terrorisme et de la criminalité transnationale organisée.
donc une série de mesures que nous avons entreprises pour renforcer le système judiciaire, pour donner des réponses adéquates donc, à ces différentes préoccupations qui étaient là. On verra un peu en détail certains de ces aspects dont vous avez parlé, mais en termes de rapprochement concrètement de la justice, des justiciables, qu'est-ce que vous avez mené comme action d'envergure? Depuis 2012, comme vous le savez, nous avons traversé une crise sécuritaire, et je dirais multidimensionnelle d'ailleurs, et cela a entraîné les replis des personnels de certaines juridictions des zones du nord et du centre. Donc un certain vide s'est créé. Et pour résoudre ces différentes situations, nous avons été amenés à procéder à la délocalisation de ces juridictions au niveau des localités les plus sécurisées afin de permettre à ces juridictions de continuer à fonctionner, à exercer leurs missions. Nous avons aussi organisé des audiences foraines. Nous avons veillé aussi à ce que les sessions de cours d'assises se tiennent régulièrement au niveau des 3 cours d'appel. Ce n'était pas le cas avant. On pouvait avoir une session par an, donc nous avons veillé à ce que cela soit fait de manière régulière. Nous avons aussi veillé à faire en sorte que les justiciables soient informés par rapport aux actions judiciaires. Nous avons créé la semaine de la justice, donc, où on peut échanger avec les justiciables. Nous avons aussi mis en place une structure dénommée Hakeu Kunafoni, donc, où les justiciables peuvent appeler pour recevoir des orientations, des conseils par rapport aux actions qui devraient être menées. Oui, Monsieur le ministre, avec toutes ces réformes, est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait du fonctionnement de la justice dans notre pays? Bon, il faut dire que c'est des conquêtes permanentes. Nous sommes héritiers d'un système qui a eu des difficultés, des défaillances sur une période de 30 ans. Donc il n'est pas facile, le temps d'une transition, en 2 ans et demi, de tout remettre vraiment en marche. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons et nous pensons que beaucoup d'actions ont été menées. Mais il reste encore beaucoup de choses aussi à faire. Monsieur le ministre, parlons de lutte contre la corruption. Les attentes, on le sait, sont grandes à la matière. Et chaque jour, on assiste donc à l'ouverture de nouveaux dossiers qui défrayent un peu la chronique, au point que certains estiment que la justice, la lutte contre la corruption, finalement, est sert d'alibi pour mettre au frais tout ce qui dérange. Qu'est-ce que vous répondez? Je vous remercie beaucoup. Comme vous le dites, la corruption aujourd'hui est en train de gangréner vraiment beaucoup de secteurs. Et elle fait beaucoup de dégâts. Et donc les dirigeants sont affectés, et les populations sont affectées. Le développement est freiné à cause de la corruption. Mais il faut dire que des actions ont été entreprises depuis longtemps et ces actions ont été soutenues au cours de cette transition-là, à travers la prise en charge de la lutte contre la corruption dans les plans d'action gouvernemental, où un axe est consacré donc, à la bonne gouvernance et à ce niveau, il s'agit de lutter de manière implacable contre la corruption. Donc les audits ont été réalisés au niveau des institutions, au niveau des projets, des programmes, de toutes les structures. Et les rapports ont été transmis à la justice, les investigations sont en cours et elles avancent de manière satisfaisante. Donc il faut dire que, par exemple, à titre d'illustration, le dossier de l'avion présidentiel et de la LOPM, c'est des dossiers qui sont au niveau de la Cour suprême. Les investigations avancent et les dernières informations que nous avons prises nous indiquent que, en tout cas, nous avons toutes les chances de pouvoir terminer et juger ces dossiers-là dans les premiers semestres 2024, s'il plaît à Dieu. Donc les choses avancent. La lutte contre la corruption donne les résultats que vous escomptez? Les résultats viennent de manière progressive. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de procédures qui sont engagées. Et, par exemple, le dossier des cotonculteurs, on l'a vu, il y avait eu un acquittement. Mais le dossier sur pourvoi du parquet général, donc l'arrêt a été cassé. Et donc le dossier a été renvoyé devant la cour d'assises autrement composée. Et ce dossier, plaise à Dieu, sera jugé courant les sessions d'assises qui vont s'ouvrir en janvier.
Donc, tout comme beaucoup d'autres dossiers de corruption. Maintenant, il y a beaucoup d'autres dossiers aussi qui sont en train d'être instruits, comme les dossiers de la COVID-19, donc, dont l'instruction est suffisamment avancée. Donc, le dossier Sécuriport, vous avez eu des échos. Donc, aujourd'hui, la quote-part qui devait revenir à l'État, donc, a été saisie. Donc, l'État est en train de récupérer sa quote-part. Parce qu'il était prévu dans les négociations que l'État perçoive 25% des revenus, l'opérateur 75%, mais malheureusement l'opérateur percevait 100%. Donc la part qui revenait à l'État, alors on a fait des saisies, donc l'État est en train de récupérer cela. Donc il y a aussi d'autres dossiers, comme le dossier des transitaires, donc par rapport au paiement des impôts, les malversations qui ont été faites, où beaucoup de personnes ont été arrêtées et des arrestations vont aussi se poursuivre par rapport aux responsabilités qui seront dégagées. Donc, ce dossier est en train de faire son chemin. Par rapport au dossier de Samanco aussi, vous l'avez vu récemment, nous avons fait un tour sur le terrain. Le vérificateur général a fait des investigations et là aussi, des poursuites seront engagées, les responsabilités seront situées. Est-ce que vous pouvez nous garantir, Monsieur le ministre, qu'il n'y a pas de choses chasse aux sorcières sur le dossier? On va te passer la parole tout à l'heure. Sur quel dossier précisément? La lutte contre la corruption. Non, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Et ce qui caractérise la lutte contre la corruption, c'est que c'est des procédures qui sont engagées à la suite des vérifications, d'inspections, de contrôles et des rapports sont produits ou des plaintes. Donc en ce moment, la justice s'en saisit et elle procède aux investigations. Maintenant, il faut dire que certaines procédures peuvent avancer plus rapidement que d'autres. Ça, c'est par rapport aux éléments qui sont propres à chaque procédure. Dans certaines procédures, vous constaterez qu'il y a des gens qui sont en fuite, qui sont à l'extérieur. Les biens ont été placés à l'extérieur. Vous constatez aussi qu'il y a certaines personnes qui sont décédées, des pièces qui ont disparu. Donc là, les investigations sont plus compliquées que lorsque nous sommes dans un cadre normal. Oui. Donc il n'y a pas de chasse aux sorcières. Oui. Seuls ceux qui ont eu à poser des actes de gestion blâmables vont répondre de leurs actes. Ceux qui n'ont rien fait, ils se promènent. Il y a beaucoup d'anciens ministres, beaucoup d'anciennes autorités qui sont en train de se promener tranquillement au Mali et à l'intérieur du pays sans être inquiétés. Oui, Monsieur le ministre, par rapport à ça, on sait que pendant la transition, il y a Leclerc qui a produit deux rapports, il y a le vérificateur aussi qui a produit 2 rapports, mais jusqu'à présent, et pourtant on parle de malversation financière, jusqu'à présent, la justice tarde à se manifester par rapport à ces nouveaux dossiers. Est-ce que, parce que ça concerne les gens de la transition, que la justice tarde, ou bien, voilà. Bon, sur ce plan, je peux vous rassurer. Il n'y a pas de justice sélective et il n'y aura pas d'impunité. Le président de la transition est un homme très juste et très à cheval sur la lutte contre la corruption. Vous l'avez vu, des généraux, des officiers supérieurs de l'armée, des gens qui l'ont formé, donc ont été mis à la disposition de la justice. Donc avec lui, personne ne sera protégé, personne ne sera à l'abri. Toute personne impliquée répondra de ses actes. On a appris à travers la presse qu'il y a 1200 milliards qui doivent être recouvrés par la justice par rapport à la lutte contre l'enrichissement illicite. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? Quand on parle de recouvrement, il faut être très prudent là-dessus. Parce que dans les procédures pénales en matière de délinquance économique et financière, les montants saisis fluctuent au cours de la procédure. Vous pouvez procéder à des saisies d'immeubles, d'autres biens, à des saisies de fonds, donc qui sont mis sous main de justice. Mais au cours des enquêtes, il peut arriver que certains manquements soient justifiés et que certains biens soient restitués. Il se peut aussi que certaines procédures se terminent par des non-lieux. Donc dans ces cas de figure aussi, ça vient en diminution. Et le montant n'est pas totalement acquis à l'État tant que la procédure n'est pas terminée. Il y a certains dossiers aussi qui sont au niveau de la Cour d'appel, d'autres vont au niveau de la Cour suprême, donc on ne pourra pas donner un chiffre exact. Mais ce qui est constant, c'est que le recouvrement sera fait à travers l'agence, à travers toutes les structures impliquées. Et personne ne pourra garder les biens issus d'infractions
à la loi pénale. Ça, c'est la nouvelle politique. Vous ne pouvez pas donner de chiffres exacts par rapport à ce qui a été recouvré à cette date, à la date d'aujourd'hui? Non, je m'abstiens de vous donner des chiffres compte tenu des fluctuations dont j'ai parlé. Mais maintenant, dans les prochains jours, nous allons faire des procédures qui sont terminées. Oui, et pour cela, par rapport à cela, nous allons faire la part des choses. Et vous vous rappelez, lors d'une émission, vous m'aviez reçu, je vous avais parlé d'un montant de plus de 15 milliards voilà, qui était recouvré. Pour ça, c'est des montants passés. Il y a eu de nouveaux montants qui se sont ajoutés, de nouvelles procédures. Il nous faut faire la part des choses. Alors, un sujet d'actualité par rapport à ce chapitre, la société EDM SA, où des actions ont été dénoncées à la justice. Quel est le traitement que la justice fait aujourd'hui de cette affaire de EDM? Je vous remercie beaucoup. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, certains faits ont été décelés au niveau de l'EDM et ces faits ont été dénoncés à la justice qui s'en est saisie et les procédures sont en train d'évoluer. Je peux vous dire à ce stade, comme il s'agit de procédures pendantes, donc on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est des procédures qui sont en train d'évoluer, les investigations sont en train de se faire et toutes les responsabilités seront situées. Et ce que je voudrais dire par rapport à ces différentes procédures-là, sur les réseaux sociaux, nous entendons dire que voilà, par rapport aux 59 citernes, le dossier est vide. Non, ça, c'est de la plaisanterie. Personne ne peut dire qu'un dossier est vide tant que la procédure n'est pas terminée. Cela est constant. Et en matière d'enquête financière, on ne se précipite pas. On va doucement, on fait des investigations. Par exemple, les 59 citernes dont on a parlé, pour moi, c'est comme les feuilles d'un arbre. Nous, on veut déraciner l'arbre. On n'attrape pas les feuilles. Quand vous coupez les feuilles, vous perdez toute chance d'aller de l'avant. On continue les investigations, on va en profondeur, on va situer toutes les responsabilités. Tous ceux qui sont impliqués répondront de leurs actes. On passe à la lutte contre la cybercriminalité, Madiba. Oui, monsieur le ministre, à ce niveau, on voit qu'il y a eu beaucoup de mandats de dépôt. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dorment en prison. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour la justice de museler les gens, d'empêcher les gens de s'exprimer par rapport à tout ce qui se passe dans le pays? Je vous remercie beaucoup. Je dois rappeler à ce sujet que la création de ce pôle anti-cybercriminalité trouve son fondement dans la volonté populaire. Si vous vous rappelez, pendant un bon moment, les réseaux avaient été envahis, le cyberespace était devenu complètement malsain. Il y avait des injures, des attaques, des actes de diffamation de tout genre qui se passaient. On n'épargnait personne. Et suite à cela, toutes les forces vives de la société, les hommes politiques, les leaders d'opinion, les organisations de la société civile, les leaders religieux, tous se sont mobilisés pour dire qu'il faut mettre un terme à cela, à cette dérive. Et c'est suite à cela que lors des assises nationales de la refondation, une des recommandations a demandé la création d'un pôle chargé de lutter contre la cybercriminalité. Donc c'est ainsi que, sur les hautes instructions du président de la transition, ce pôle a été créé. Et si ce pôle est créé, il doit fonctionner. Et la politique en la matière, c'était de sensibiliser. Nous avons procédé à des actions de sensibilisation. Nous avons demandé aux gens de faire extrêmement attention. Le cyberespace, il doit être utilisé pour faciliter l'information, pour faciliter les affaires et beaucoup d'autres choses. Il ne doit pas être utilisé pour injurier les gens. Il ne doit pas être utilisé pour diffamer les gens. Il ne doit pas être utilisé pour escroquer les gens. Il ne doit pas être utilisé pour troubler l'ordre public. Et chaque fois que l'usage est fait dans ce sens, on est dans l'infraction à la loi pénale. Et quand une infraction à la loi pénale se commet, donc la justice réagit. Donc nous avons un texte sur la cybercriminalité qui a prévu des incriminations par rapport aux différents comportements que les gens peuvent poser. Donc lorsque quelqu'un émet des injures par le biais des réseaux sociaux, c'est une infraction. Lorsqu'il y a des actes de diffamation, c'est une infraction. Lorsqu'il y a l'incitation à la révolte, c'est une infraction.
lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public qui sont occasionnés suite à ces actes, c'est une infraction. Donc toute personne qui s'adonne à ces pratiques peut s'exposer à la rigueur de la loi. Oui, monsieur le ministre, à ce niveau, on a l'impression que les gens qui sont contre la transition, qui s'expriment sur les réseaux sociaux, sont traqués par la justice. Et ceux qui sont les soutiens de la transition, qui disent la même chose sur les réseaux sociaux, et ils sont tranquilles. Pourquoi? C'est juste une impression. Sinon, la loi, elle est impersonnelle, la justice aussi. Mais beaucoup estiment quand même qu'il y a atteinte quelque part à l'une des libertés fondamentales, la liberté d'expression. Non. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que liberté d'expression ne veut pas dire absence de contrôle, ne veut pas dire absence d'encadrement. Dans les pays les plus développés, les pays que tout le monde prend comme référence, la liberté d'expression, elle est encadrée. Et vous l'avez vu lorsque la guerre en Ukraine a commencé. Et dans les pays occidentaux, ils ont fermé les radios russes. Voilà. Et nous, on nous reproche d'avoir fermé les radios. Donc c'est à géométrie variable. Parlons de lutte contre le terrorisme, monsieur le ministre. Le pays fait face donc à cette crise multidimensionnelle qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines. Récemment, la justice a ouvert une procédure contre des chefs djihadistes, auteurs présumés de crimes. Quelle est la finalité de cette procédure? Les dossiers que vous avez évoqués tout de suite sont des dossiers emblématiques qui résultent des faits qui ont été constatés récemment. Donc, suite à la reconquête de Kidal, on a constaté l'existence d'un charnier qui était là. On avait constaté beaucoup d'autres actes qui avaient été posés par ces gens à travers des discours, à travers des actes matériels et à travers des éléments matériels qui ont été recueillis sur le terrain, des cadavres et beaucoup d'autres actes qui tombent sous le coup de la loi. Donc, ces investigations qui ont été initiées sont en cours au niveau du pôle et à la lumière de ce qui sera recueilli, on saura quelles sont les différentes responsabilités. Chacun répondra en tout cas de ses actes. Oui, monsieur le ministre, depuis 2012, il y a des terroristes qui ont été arrêtés, qui sont en prison, mais on voit rarement de jugements. Pourquoi cette situation? En fait, il y a beaucoup de jugements, seulement il y a un problème de communication. Donc sinon, beaucoup de terroristes ont été jugés, condamnés, les décisions sont disponibles. Récemment, vous avez lancé des mandats d'arrêt contre des chefs terroristes et des chefs de groupes armés. Comment ça se passe? Oui, ces mandats sont en train de suivre les circuits habituels d'exécution des mandats. C'est la coopération internationale qui va se mettre en œuvre. En tout cas, tous ceux qui sont sur le territoire malien, nous allons les arrêter, tôt ou tard. Par rapport à la question des droits de l'homme, est-ce que vous pouvez nous parler des réformes qui ont été engagées pour améliorer les choses à ce niveau? Ok, donc là, les droits de l'homme, comme vous le savez, le Mali peut être considéré comme le berceau des droits de l'homme, parce que nous avons la charte de Kourkafougan qui a été proclamée en 1236. C'est une des toutes premières constitutions au monde. Et cela a été fait alors que beaucoup de ceux qui prétendent aujourd'hui nous donner des leçons, ils n'existaient pas, ils n'étaient pas là. Donc nous sommes héritiers de ce système, donc nous avons l'obligation de respecter et de faire respecter les droits de l'homme. Donc sur ce plan, nous sommes en train d'envisager beaucoup d'actions et récemment nous avons créé la Direction nationale des droits de l'homme, donc qui aura pour mission donc, de conduire toute la politique en matière de droits de l'homme, donc de rédiger les rapports pour répondre aux différents mécanismes. Mais il faut aussi dire que par rapport à l'examen périodique universel, tous les pays du monde sont évalués. Le Mali a été évalué courant l'année 2023 et nos efforts ont été unanimement salués par toute la communauté. Et vous avez vu aussi que la CNDH a accédé au statut A. Cela n'arrive pas pour un pays qui n'est pas respecté des droits de l'homme. Et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que les violations cessent. Et vous avez vu aussi que par rapport à la question des infractions liées à l'esclavage par ascendance, nous avons organisé une session d'assises spéciale à Caille. Et aujourd'hui, vous avez constaté qu'il y a un apaisement général. Les choses se sont stabilisées. Et nous avons aussi, pour poursuivre cela, donc créé l'agence de gestion des réparations dues aux victimes. La justice transitionnelle, la CVJR, avait fait son travail. Et aujourd'hui,
Au-delà de tout cela, nous sommes en train de prendre des dispositions pour identifier tous les cas de violation des droits de l'homme commis sur notre territoire pour essayer de donner suite. Nous avons déjà un tableau qui est dressé, que nous sommes en train d'actualiser tous les jours sur la base des plaintes, sur la base des dénonciations, sur la base de ce que nous avons pu recueillir dans les différents rapports qui nous ont été communiqués. Quelques mots de perspective, Monsieur le ministre, les perspectives du Mali dans la marche vers une justice qui répond aux aspirations de tous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? En termes de perspectives, nous avons le code pénal et le code de procédure pénale dont la réforme a été conduite. Donc la relecture, j'allais dire, a été conduite et nous avons fait adopter en Conseil des ministres. Donc ces textes sont sur la table du Conseil national de transition en attente d'approbation. Ça, c'est un de nos chantiers. D'autres chantiers, c'est l'adoption des textes sur les autorités traditionnelles pour les impliquer dans la justice, et à l'image des cadis et d'autres autorités qui pourraient contribuer à renforcer la justice moderne. Nous avons aussi les statuts des personnels, les statuts de la magistrature, les statuts des greffiers, les statuts des surveillants de prison qui sont actuellement en cours de relecture. La loi sur l'assistance judiciaire est en train aussi d'être relue. Et nous sommes en train d'organiser la semaine de la justice et nous sommes en train de vouloir renforcer aussi les mesures par rapport à la rédivabilité. Donc, à ce niveau, nous voulons lancer un numéro gratuit appelé Bingani Kunafoni, donc que nous allons lancer lors de cette semaine de la justice, où les gens pourront intervenir pour dénoncer tous les abus, tous les cas de violation des droits, tous les cas de corruption. Et il faut dire aussi que nous allons renforcer l'inspection. L'inspection a mené, rien qu'en 2023, 43 missions de vérification et 10 missions sur des faits signalés. Donc si on cumule sur l'ensemble de la transition, il y a plus de 100 missions. Et il faut dire aussi que ces missions ont été sanctionnées aussi. Ce n'est pas comme avant où les rapports étaient classés. Donc ces rapports ont été exploités. Vous l'avez constaté, il y a eu des sanctions. Donc les plus emblématiques, vous en avez eu connaissance, ça c'est des radiations. Et les radiations, il n'y a pas que ça. Il y a eu d'autres, près d'une dizaine d'autres radiations dans d'autres corps, mais qui n'ont pas été médiatisées. Et les avertissements ont été distribués, plus d'une vingtaine. Nous allons renforcer le contrôle interne. Nous allons renforcer aussi le contrôle de la chaîne pénale qui est en train d'être menée par la DNAJ, voilà, j'allais dire, la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau, qui est en train de procéder au contrôle de la chaîne pénale. Nous allons continuer toutes ces œuvres. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour saluer et remercier Monsieur le Président de la Transition et Son Excellence le colonel Assimi Goïta, dont le leadership a vraiment aidé la justice à atteindre ces résultats. Donc, je voudrais aussi remercier et féliciter tout mon personnel, donc tous ceux-là qui m'accompagnent de jour comme de nuit dans la conduite de notre action. Et remercier aussi tous les acteurs de la justice dans les différents secteurs qui sont en train d'agir au quotidien pour que la justice retrouve ses couleurs, pour que les citoyens aient confiance en la justice. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, Madiba. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le prochain numéro de Mali Kourata. Sera même heure, même chaîne. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de l'ORTM.